Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment à l'eau et au savon, et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Appui du Japon en équipements médicaux dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. Le don a été reçu par le ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères, à suivre dans ce 13h. À Porto Novo, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est achevée lundi avec l'actualisation du règlement intérieur. L'un des points inscrits à l'ordre du jour de la plénière est renvoyé à une date ultérieure. Guillaume Avienou nous fait le point. Et puis la musique, la fête de la musique au Bénin à Natitengo a accueilli les festivités. C'est un événement itinérant qui fait le tour de nos communes. Patrick Diossou nous en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Parlons d'abord de la signature de l'échange de notes qui consacre l'appui du Japon en équipements médicaux dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. La cérémonie a eu lieu à l'ambassade du Bénin et a réuni le ministre des Affaires étrangères et celui de la Santé, Génial Afouda Monsiaboka et Évariste Zoman. La signature de cet échange de notes relatives aux dons d'équipements médicaux confirme à nouveau la ferme volonté du Japon à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le coronavirus. À travers cet accord, le Japon veut contribuer à renforcer davantage le système sanitaire national pour une éradication rapide de la pandémie. C'est dans ce cadre que le Japon a décidé en urgence d'appuyer le gouvernement du Bénin à travers ce projet de fourniture d'équipements médicaux, à savoir un système de radiographie, des moniteurs de survie, des moniteurs centraux, des électrocardiogrammes, des ambulances, etc. Un élan de solidarité apprécié par les bénéficiaires. Ces derniers ont d'ailleurs souligné l'importance de ce don dans l'amélioration des soins offerts aux populations béninoises. Comme vous le savez, au fur et à mesure que la pandémie évolue, les besoins également évoluent. Et c'est donc au regard de la situation actuelle que les équipements pouvant contribuer, notamment au diagnostic radiologique, ont été identifiés, mais encore plus à la prise en charge des cas, notamment des cas graves. En effet, au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de cas graves que nous avons, il est très important que les 5 sites de prise en charge des cas graves identifiés par le gouvernement puissent être équipés pour assurer une prise en charge optimum de ces cas. Et depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement du Bénin n'a ménagé aucun effort pour définir une stratégie de lutte, pour définir une manière à lui de lutter contre cette pandémie. Et la mise en œuvre de cette stratégie s'est matérialisée entre autres par la prise en charge des personnes infectées par ce virus sur des sites d'accueil et de traitement aménagés dans certaines formations sanitaires du Bénin. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, je voudrais dire que l'initiative du gouvernement japonais de doter nos formations sanitaires d'équipements médicaux vient donc à point nommé. Ces équipements offerts par le Japon s'élèvent à un montant total d'environ 1,5 milliard de francs CFA.
Santé toujours, le guide de conduite du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles vient d'être validé. Il va permettre, comme son nom l'indique, aux parents de pouvoir aborder sans difficulté ces questions sexuelles et reproductives avec leurs filles. Suivez à ce propos la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé, Mewanou, au micro de Axel Dancy et Jules Akoiko. Pour réduire les cas de grossesse précoce et pour renforcer la protection de la jeune fille, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié l'élaboration du guide avec l'appui de l'UNFPA. Ce guide constitue un véritable outil d'accompagnement des parents en matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Pour créer un cadre d'expérimentation favorable à l'atteinte de cet objectif, le ministère a initié plusieurs formations sur ce guide au profit de nombreux acteurs, notamment les chefs des centres de promotion sociale, les relais communautaires, les responsables et membres des associations des parents d'élèves, les leaders religieux et communautaires, etc. Au cours des échanges avec ces différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfance, il a été noté certaines divergences dans la compréhension par endroits du guide et la nécessité d'y développer des thématiques complémentaires. C'est ce qui justifie la présente séance de relecture. Celle-ci a été précédée de plusieurs étapes préparatoires auxquelles la plupart d'entre vous avez participé activement. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier pour votre disponibilité durant ces différentes étapes. Nous sommes au terme de ce processus, couronné par l'activité de ce jour, qui nous permettra de finaliser et d'approuver la version actualisée du guide pour son usage optimal par les parents. Je veux donc compter sur l'investissement de chacun et de tous pour parfaire ce document que nous trouvons véritablement important et participer ainsi à la promotion de l'éducation des adolescents, adolescentes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. On part pour Porto Novo. À Porto Novo, donc, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est achevée lundi avec l'actualisation du règlement intérieur. L'un des points inscrits à l'ordre du jour de la plénière est renvoyé à une date ultérieure. Guillaume Avianou. L'examen de la proposition de loi portant actualisation du règlement intérieur du Parlement, vieux de plus de 25 ans, cet examen n'est pas allé à son terme ce lundi. Les députés n'ont pas pu accorder leur violon autour de l'article 24 du texte proposé. Un article relatif à la composition des groupes parlementaires selon les propositions des partis politiques en présence à l'Assemblée nationale et non en fonction des affinités. Même si les députés dans leur ensemble ont jugé le nouveau texte considéré comme l'aboutissement de deux processus datant de plusieurs décennies et en phase avec la finalité du plan de modernisation de l'institution, le Parlement a souhaité obtenir encore du temps pour proposer un article plus consensuel. Les travaux de la plénière se sont alors poursuivis avec l'examen du second point inscrit à l'ordre du jour, celui relatif à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2020. Une session qui s'est déroulée dans le contexte de la Covid-19 et qui reste caractérisée entre autres par l'organisation des dernières municipales et communales, puis le vote de 13 lois dont 9 ordinaires, une deuxième lecture et 3 autorisations de ratification ou d'adhésion aux conventions internationales. Le Parlement a également mené beaucoup d'autres activités, même si l'institution qualifie de relativement faible sa production législative de la session qui arrive à son terme. Son président tente de justifier. Il vous souviendra que cette première session ordinaire de l'année 2020 a été ouverte dans un contexte politique marqué par l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Au regard des responsabilités politiques individuelles et collectives qui sont les nôtres, aussi bien dans nos localités respectives
qu'au sein de nos différentes formations politiques, il est évident que nous avons été plus portés vers les activités électorales imposées par la période. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement quand on sait le degré d'implication de chaque député dans le dit processus électoral. La Covid-19 a été l'autre frein à une production législative intense au cours de la période. L'observance des mesures prises par le bureau de l'Assemblée afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans notre Parlement nous a contraints à un service minimum. Tant il est vrai que nos institutions doivent fonctionner pour le bien-être de l'État, tant il est aussi judicieux de préserver la vie des hommes et des femmes qui animent ces institutions. Notre sens de responsabilité ne nous a donc pas permis d'en demander plus aux honorables députés et au personnel d'appui. Les députés restent néanmoins persuadés que l'humanité va réussir dans un bref délai à stopper la propagation du virus pour une vie normale. Voyons à présent cette dernière étape de la tournée. Du ministre de la décentralisation Alassane Seydou a échangé avec les maires des départements de la Takora, de la Donga et leurs adjoints. Une tournée à la fois de prise de contact mais aussi d'information sur les défis et obligations des responsables communaux. Ronald Robinson et Giscard Povy nous en parlent. C'est à l'école des pratiques de bonne gouvernance que le ministre Alassane Seydou a convié ses collaborateurs au niveau décentralisé que sont les responsables communaux. Il les appelle à une gestion plus efficace et efficiente. Nous avons échangé avec les maires par rapport à leur mission, c'est-à-dire la gouvernance politique dans les communes, la gouvernance administrative, la gouvernance financière, la gouvernance participative, la prise en compte du genre et puis les relations avec la tutelle. Aujourd'hui au Bénin, la plus petite commune reçoit environ 600 millions de francs CFA de l'État par an. Ces ressources, pour les dépenser, il faut respecter des procédures. Nous en avons parlé aux maires parce qu'ils doivent avoir toutes ces informations-là pour que ces dépenses puissent permettre d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. À cette assise d'une journée, une série de communications visant à mieux outiller les maires des départements de l'Atakora et de la Donga et leurs adjoints sur leur rôle et responsabilités, les opportunités de formation et de financement du développement local. L'occasion nous est donnée, à travers ces rencontres d'échange, de leur passer des communications, notamment sur le rôle du maire et ses responsabilités, les relations du maire avec le préfet, qui est l'autorité de tutelle, le financement du développement communal, sur également les opportunités qui s'offrent aux élus et à leur cadre au niveau de l'administration communale en ce qui concerne la formation. Un exposé sur le contenu et les opportunités du projet Access est présenté à l'occasion. Il s'agit d'un projet de 20 milliards de francs CFA d'une durée de 4 ans qui intervient au niveau infracommunal. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Les villages dans lesquels nous intervenons sont ceux classés par l'INSAE comme les plus vulnérables dans le pays. Nous y apportons des investissements dans le secteur de l'éducation, des pistes rurales, de la santé et des équipements marchands. Au niveau des communes, le trou est abyssal. Les responsabilités sont là, mais les moyens ne suivent pas. C'est une très bonne séance parce qu'il fallait que le ministère de la décentralisation retrouve les maires élus pour pouvoir leur rappeler le contexte légal dans lequel ils vont exercer leur mandat. Ensuite, leurs responsabilités et tout ce qui est attendu des maires afin qu'au niveau local, on puisse implémenter ce qui se fait au niveau national pour que tous ensemble on concourt au développement du pays. Nous pensons qu'avec cette génération de maires, nous aurons des résultats quand même plus intéressants. Ils doivent rompre avec les anciennes habitudes. Ces anciennes habitudes que nous décrions, c'est la mauvaise gestion des ressources. C'est l'exécution des dépenses inéligibles. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas réaliser avec les ressources FADEC. Alors lorsque vous le faites, vous remboursez. Ce sont des chantiers qu'on entame et qu'on abandonne parce qu'on n'a pas fait une bonne programmation, parce qu'on n'a pas fait un bon suivi, parce qu'on n'a pas bien respecté les procédures au départ. C'est tout ça qu'il faut éviter. Au cours de cette rencontre de Nati Tengou, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale appelle les maires à beaucoup communiquer autour de leurs activités en vue de réaliser l'ambition du développement que nourrit le gouvernement pour les 77 communes du pays.
On quitte pas le septentrion. La première session du tribunal de première instance de Parakou, 42 accusés vont comparaître à cette session qui a démarré cette semaine. Le premier dossier inscrit au rôle est une affaire de coup mortel. Nestor Sella nous donne des précisions. Cette première session criminelle du tribunal de première instance de Parakou démarre avec le dossier de coup mortel. L'infraction est mise à la charge de sieur René Tabé, cultivateur résident à Binessi dans la commune de Kalalé. Âgé aujourd'hui de 115 ans, le ministère public le poursuit pour avoir volontairement donné la mort à feu Pascal Oueni. Nous étions le 7 décembre 2013. Ce jour-là, l'accusé informé de cas de vol du coq appartenant à Bio Tobu a pris sur lui la responsabilité d'administrer une correction au présumé voleur Pascal Oueni. C'est ainsi qu'avec son ami Amadou Yakoubou, on conduit Pascal Oueni au domicile de Sorokou Simé, le chef des chasseurs à Binessi. C'est alors que de son propre chef, René Tabé décroche une lanière entre-temps accrochée au mur avec laquelle il administre sérieusement des coups sur le dos de Pascal Oueni avant de le libérer. Pascal Oueni, se tordant de douleur à la poitrine et aux côtes, s'est rendu au cabinet de soins de Gracias, à Binessi. Malheureusement, Pascal Oueni décède 11 jours après. Appréhendé, René Tabé est poursuivi pour coup mortel. À toutes les étapes de la procédure, comme à la base ce 6 juillet 2020, l'accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Considérant alors ses aveux et au regard de la loi, le ministère public, dans sa réquisition, va démontrer à la Cour que les éléments constitutifs de l'infraction de coup mortel sont bien constitués. Bref, la responsabilité de l'accusé est établie, donc René Tabé est accessible à la sanction pénale. Il va alors demander à la Cour de reconnaître René Tabé coupable des faits de coup mortel, le condamnant pour 7 ans de réclusion criminelle. Le conseil de l'accusé, dès l'entame de sa plaidoirie, demande à la Cour de rejeter le certificat médical qu'il qualifie de danger pour la justice. Il va ensuite inviter les membres de la Cour de répondre à la question, je cite, « Est-ce que les coups de lanière portés par René Tabé, son client, ont entraîné la mort de feu Pascal Oueni ?» Fin de citation. Pour l'avocat de l'accusé, les éléments probants manquent au dossier. Il demande alors qu'il soit condamné pour le temps déjà passé en détention, mais pas une réclusion criminelle. Les membres de la Cour, une fois sortis du secret du délibéré, déclarent René Tabé coupable de coup mortel sur feu Pascal Oueni et le condamnent à 7 ans de réclusion criminelle. Avec cette décision, l'accusé René Tabé, son 15 ans aujourd'hui, retourne en prison pour purger sa peine qui prendra fin le 27 décembre 2020 prochain, jour de sa liberté totale. Parlons de ces appuis des TD Yessouillon, des travaux dirigés pour renforcer le niveau des candidats au baccalauréat 2020, toutes séries confondues dans la commune de Dangbo. L'initiative émane de Hyacinthe Yessouillon Agon, Brissombo et Guillaume Avienou. À 2 semaines du baccalauréat 2020, apprenants et enseignants au Collège d'enseignement général public 1 de Dangbo passent en revue les dernières connaissances indispensables pour aller à l'assaut de cet examen. C'est dans ce contexte que l'ex-candidat UP, l'Union progressiste, Hyacinthe Yessouillon Agon, aux élections communales de 2020 à Dangbo, a décidé de venir lancer la première édition des TD, des travaux dirigés au profit des candidats au bac de la commune. Tout ce que nous avions eu à promettre pendant la campagne, nous avons le devoir de les respecter. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui, pour lancer officiellement les TD Yessouillon. Et ça sera une première édition. Parce que chaque année, nous allons lancer, nous allons organiser ces genres de TD afin de permettre quand même l'assurance de la relève de qualité. Le promoteur des TD Yessouillon s'est fait accompagner pour la circonstance de plusieurs personnalités de la commune, mais également de hautes placées du parti UP. La présence ici, c'est pour montrer au peuple béninois, aux uns et aux autres, qu'aujourd'hui, au niveau donc de l'Union progressiste, nous accompagnons les actes. Des actes, nos paroles. Nous accompagnons parce que nous sommes de la social-démocratie qui stipule que nous puissions aller en aide aux populations, que nous puissions développer plus de solidarité autour de nous.
La cérémonie s'est achevée par une retrouvaille de militants de l'Union progressiste au siège du parti à Dangbo. Le 71e session ordinaire dimanche du bureau exécutif de l'association de développement Souti Yara de l'arrondissement de Bagou dans la commune de Gogounou au menu reboisement et adoption des recommandations dans le cadre des priorités de développement du Bagou. Voici le compte-rendu de notre reporter. Mise en terre de 675 plans à l'école primaire publique de Singparou pour accompagner les efforts de reboisement du gouvernement dans la commune de Gogounou. Le pouvoir forestier est vraiment sous pression et donc du coup nous avons pensé, nous, en tant qu'association de défense de l'arrondissement de Bagou, faire une œuvre utile pour qu'on reboise notre arrondissement et contribuer à la construction du pouvoir végétal, contribuer à la conservation de la diversité biologique et également faire en sorte que l'arrondissement soit verdi. Un grand merci à tout le gouvernement de notre pays qui fait en sorte que le reboisement puisse être une réalité. Les axes prioritaires du plan d'action couvrant la période 2018-2022 sont également retenus au terme des travaux de cette session. Notre première action prioritaire, c'est vraiment l'éducation. La deuxième action prioritaire de notre association de développement, c'est la santé. L'association va également contribuer à l'équipement du centre de santé d'arrondissement de Bagou. L'une des activités prioritaires de notre association, c'est également l'environnement. Il y a une bonne volonté dans tous les deux patrimoines. On s'est dit qu'il faut une association de développement qui va porter les efforts du gouvernement, les efforts de la commune et les efforts des autorités locales, notamment le chef d'arrondissement et son conseil d'arrondissement. Les fonds forestiers maintenant servent effectivement la population, notamment on renforce les cours que les professeurs de CE donnent, les matériels qui manquent aux cours primaires, ce qu'il faut comme faire d'électricité, les photocopies, on le fait. Les routes qui sont dégradées, on les répare. Autre résolution adoptée, la poursuite de la dotation de logement aux étudiants de l'université de Parakou, l'organisation des travaux dirigés aux candidats de différents examens, la mise à disposition de tracteurs pour les pistes rurales et l'agriculture, les couloirs de passage de pâturage et la construction d'un site de décharge des ordures dans l'arrondissement de Bagou. Parlons à présent de l'itinérante fête de la musique édition 2020 qui continue, c'est du moins ce que nous apprend Patrick Diossou dans ces images prises à Natitengu et qu'il commente. Regardez. Merci et bonne fête de la musique. Oui, la fête de la musique s'est téléportée ici aussi. Bienvenue à l'espace TV5 de Natitengu, le plus grand centre culturel de l'Atakora, fruit de la coopération bénino-belge, espace revalorisé sous Lionel Agodandé. Edith Ntia, alias Kumpan, c'est l'une des vedettes sélectionnées pour cette célébration spéciale et spécifique de la fête de la musique. Spéciale célébration, car spécialement soumise aux mesures barrières du coronavirus Covid-19 avec gel hydroalcoolique utilisé par chaque artiste en début de prestation. Action! Spécifique célébration, car organisée spécifiquement par l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, la NEXMO, qui en a fait une fête itinérante. Action! Sous l'accompagnement de l'orchestre Atakora Band, en musique moderne, le programme affiche Maurice Saragui, alias Cass Maurice. Paul Yeropa. Et Adjima. En musique traditionnelle, l'affiche parle de Data Mao, Untoa Kuchita alias Racine Carré, Choromi Madeleine de Wantipere, Kwagu Tene Marie, Ntiaye Tonde Blandine, Tani Robert. Tout compte fait,
à la diffusion entière de tous les spectacles par site répertorié. Les téléspectateurs verront comment Nati Tengu, cité de Nanto, s'est nanti d'un bon goût musical pour anéantir le mauvais goût de la pandémie actuelle. Voyons à présent ces informations du Bénin au Brésil. Après avoir longtemps banalisé le coronavirus, le président Jair Bolsonaro a été testé positif au Covid-19. En Chine, un bus plonge dans un lac et fait au moins 21 morts. Ces informations sont compilées par Jérôme Ouvo. Le président brésilien Jair Bolsonaro annonce avoir été testé positif au nouveau coronavirus qu'il n'a cessé de minimiser depuis le début de la pandémie et qui a déjà fait plus de 65 000 morts dans son pays. Si je n'avais pas fait le test, je ne connaîtrais pas le résultat et il est positif. Bolsonaro a fait le test après avoir eu de la fièvre la veille. En France, des bacheliers viennent chercher les résultats au lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris. Les notes commencent à tomber pour les 740 000 candidats à travers la France, déjà connus pour la plupart en raison d'une édition bouleversée cette année par la crise du coronavirus. Par contre, en Chine, avec un mois de retard pour cause du Covid-19, 11 millions de lycéens entament dès ce mardi les épreuves du bac avec des examinateurs traquant à la fois la triche et la fièvre. Étalé sur plusieurs jours, le Gaokao, examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur, génère pour parents et élèves un stress immense, car le score final détermine l'entrée ou non à l'université et dans quel établissement. Toujours en Chine avec ce drame, au moins 21 personnes sont mortes ce mardi lorsque le bus à bord duquel elles avaient pris place a brusquement plongé dans un lac selon les autorités. Le drame s'est déroulé vers 12h, soit 4 GMT dans la ville d'Anshun, province du Guizhou, au sud-ouest, a indiqué le bureau provincial chargé des situations d'urgence sur ces images prises juste après l'accident. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'édition, le bulletin d'information à 16h30. À 19h, Justine Adimi intervient pour le JT des régions. À 20h, Ariane Da Silva. À 23h30, Estelle Pazou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.